Enfin la croix de Berny, que j'aborde vers 19h30 avec circonspection, car là, rien n'est encore terminé, et ça tire un peu partout. Je retrouve une escouade de la première section de l'adjudant-chef Bidault, à qui, pour la énième fois, je pose ma question. Le sergent me montre alors, au fond de l'avenue de Fresnes, une colonne qui s'éloigne rapidement dans le jour qui décline. Hélas, je rate les copains de quelques instants. Impossible, je reste là, seul, alors qu'il y a foule aux alentours, seul avec ma profonde déception à regarder, incrédule encore, le feu rouge du fourgon de queue qui me confirme que je viens de rater le train pour Paris. Et pour moi, quel train! Mais sans le savoir, je suis loin d'être seul à avoir des regrets. En effet, ces derniers temps, alors que mon ami Gallia me contait l'épisode des calots rouges au pavis de Vissou, il m'avouait aussi toute leur amertume à ne pas avoir été désigné par le patron pour entrer ce soir les premiers dans Paris. Honneur qui, à leurs yeux, leur revenait à juste titre, puisque les spies FFL de la première heure, venus de la lointaine Syrie après maints combats, sont en plus l'unité de reconnaissance de la DB, donc par définition éclaireurs pour ouvrir la route. Ils tiendront longtemps rigueur au général pour cette injustice. Me voyant quelque peu décontenancé, l'adjudant-chef Bidault, à qui je me confesse en quelques mots, me propose, puisque j'ai conservé mon arme, de me joindre à son petit groupe, qui, de concert avec la section Moreno du régiment de marche du Tchad, est chargé du nettoyage de la croix de Berny, maintenant que le 88 qui a bloqué le groupe en Putz tout l'après-midi est enfin muselé. Et ceci grâce à l'heureuse initiative du brigadier Louis Gaudry, fondateur du groupe de résistance Honneur de la police, qui, spontanément, propose au général Leclerc et au colonel Billotte de guider l'un de leurs chars par un itinéraire de défilement qui permettra au char, depuis l'avenue de Versailles, de prendre le 88 de flanc, ce qu'il fera. Et le premier tir sera le bon. Ah, ce 88, il va en faire couler de l'encre. Au cours de ce nettoyage, nous faisons maintenant, la résistance ayant faibli, de nombreux prisonniers, dont certains, vêtus de toile kaki, sont confondus pendant les premiers instants avec des anciens de l'Africa Corps, car ils se sont battus vaillamment. En réalité, lors de leur interrogatoire, nous apprenons qu'il s'agit de condamnés militaires à qui l'on a promis, contre une résistance acharnée, s'ils s'en sortent, de les verser à nouveau dans l'armée régulière. Il est 21h30 à présent. Pas question de poursuivre vers Paris ce soir. Aussi, la section de commandement de notre 3e compagnie avec le capitaine Crémieux, ainsi que la première section, vont-elles bivouaquer pour la nuit avenue de Versailles, le long des murs de l'usine Soudan, presque au carrefour où gît, à présent inoffensif, la carcasse du redoutable 88. Le capitaine, compréhensif, à qui je compte ma mésaventure, car il s'étonne de ma présence, sachant qu'Ancel, déjà loin à cette heure, me prête une jeep et m'autorise à passer la soirée auprès de mes parents. Retour pour minuit, me recommande-t-il. Après l'avoir vivement remercié de son attention, je quitte les camarades sans plus m'attarder, sous leur regard complice et secrètement envieux, à juste titre. Retour rue des Félicettes, à la grande joie de chacun, où ma Jeep, très entourée, fait un tabac, et moi des heureux. En effet, j'ai commandé aux copains quelques paquets de cigarettes, du chocolat, du chewing-gum, des bonbons vitaminés, enfin quoi, l'arsenal du parfait guerrier américain en campagne. Et même quelques rations K, dont nous sommes rassasiés, mais qui, en ces temps de pénurie, sont accueillis avec reconnaissance. Magnanime, ceux-ci m'en ont fait cadeau, car il faut savoir que, mis à part les rations K, tout nous vient du PX, coopérative militaire de la 3e armée, contre-écus sonnant et trébuchant, même si, soyons équitables, les prix en sont plus qu'abordables. À nouveau, 2 heures très courtes pour prendre des nouvelles de chacun. En réalité, il y en a peu. Aucun signe de vie de mon beau-frère, parti dès 1941 rejoindre la France libre par l'Espagne lui aussi. Pourtant, nous l'ignorons encore, il vient de débarquer à Cavalère avec la première DFL de la première armée. Sa femme, ma sœur aînée, à qui je dois beaucoup, c'est elle qui, entre autres, m'a procuré la filière d'évasion par l'Espagne, organisée par la tante du général de l'Armina de sa villa de la rue du Sud à Berny. Mais ceci est une autre histoire. Ma sœur aînée, donc, malgré ses tribulations de ces années de guerre, et croyez-moi, le mot est faible, est toujours à Bécon, quartier de Courbevoie. Demain matin, je l'aurai au premier coup de fil, comme si nous nous étions quittés la veille. Et elle aussi, qui me croit au diable Vauvert, tombera des nues. Puis tout aussitôt, dans la foulée, viendra me rejoindre à vélo, se faufilant à travers la banlieue et Paris qui se libère, et où l'on tire de toutes parts, notamment au Palais Royal, où j'ai retrouvé mon méthodique après son escapade. Réunis autour de la table familiale,
Je continue le tour d'horizon. Mes camarades du quartier, Bernard, notre voisin, s'est engagé dans les pompiers de Paris pour échapper au travail obligatoire en Allemagne. L'autre Bernard, malgré sa jeunesse, fait le coup de feu avec les FFI. Roger, contraint au STO, mort en Allemagne. Jacques, un chic type. Je nous revois encore, peu de temps avant mon départ, remontant lentement à pied de la mairie, lui, triste, résigné, avec son étoile jaune dont le port subitement a fait le vide des amis autour de lui, tel un pestiféré. Car n'est-ce pas, par les temps qui courent, il est de bon ton, sinon recommandé, de ne plus se fréquenter. Et moi qui cherche toujours à le convaincre, cela fait en effet plusieurs fois que nous abordons ensemble ce sujet. Le convaincre à fuir d'urgence avec ses parents ou seul si ceux-ci ne peuvent se décider. En vain, hélas, puisque j'apprends ce soir qu'il a été déporté avec toute sa famille. Aucun ne reviendra. Les autres, une bonne dizaine, pourtant tous célibataires, rien. Bien sûr, les choses ne sont jamais simples pour chacun au moment de la décision, mais quand même. Enfin, passons. Vient l'heure de la séparation. Les mots sont bien pauvres pour exprimer ce que chacun ressent. Après de nouveaux adieux encore plus difficiles, je regagne ma compagnie à l'heure dite. Enroulé dans une couverture, pensif, je revis cette folle journée. Je ne dois pas être le seul cette nuit à mettre longtemps, très longtemps, à trouver le sommeil. 6 heures. Ce vendredi 25, réveil, café. Allons, un petit coup de rasoir après le copain, obligeant qu'il me le prête, car cela ne fera pas de mal avant l'entrée dans Paris. Mon casque, fidèle cuvette depuis le Maroc car ces Yankees ont le sens pratique, assure le service une fois de plus. En effet, je refuse à me joindre aux camarades qui annexent littéralement la salle de bain, obligeamment prêtée pour cette toilette pré-parisienne, par des hôtes compréhensifs, au premier étage, juste au-dessus du half-track où je fais mes ablutions. Et voilà. Vers 8 heures, la DB s'ébranle vers Paris où l'attend l'immense espoir des insurgés, ce vendredi 25 août 1944, mais aussi de nouveaux combats. Combien de copains vont encore tomber d'ici le 8 mai sans connaître la victoire? Welcome, proclame l'immense calicot sous lequel nous passons. Oui, bienvenue. Bienvenue, la liberté retrouvée, si précieuse. Jeune France, si fragile. Souvenez-vous-en. Toujours.